Bien, ça va? Ouais, votre papa m'a dit que vous étiez là aujourd'hui, ouais. Oui, hier soir, ouais. Et puis dans la journée, oui. Très bien hier. Enfin, c'est toujours des journées un peu chargées, on voit pas grand-chose. Je pas encore. Bien, bonjour à tous. On va démarrer cette session spéciale consacrée au paiement en ligne et lutte contre la fraude, retour d'expérience et bonnes pratiques. Je vous rappelle que la thématique du salon, c'est donner le pouvoir au client. En matière de paiement, le client est parfois un peu schizophrène. Il souhaite bien sûr acheter dans un climat de confiance, et la sécurité contribue évidemment à cette confiance. Mais il souhaite aussi une fluidité de l'expérience d'achat, une fluidité qui passe par un tunnel d'achat à la fois non intrusif, facile, rapide, et qui prenne en compte notamment son historique d'achat avec la marque. Donc cette session spéciale sera nourrie notamment par une présentation du livre blanc réalisé par la FEVAD au cours de ces 6 derniers mois. La FEVAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Et nous sommes particulièrement soucieux depuis de tout temps sur la sécurité, sur la fraude et sur le paiement à distance. Donc ce livre blanc, ce n'est pas un catalogue de produits ou de solutions. Vous trouverez sur ce salon de nombreux exposants, de nombreuses conférences faites par des acteurs du paiement, dont je note au passage que la plupart sont membres de la FEVAD, par ordre alphabétique, Adyen, B2Bill, BNP, Byster, Fianet, Lyra Network, Paybox, Payline, Monext, Société Générale ou encore Worldline, ex-Atos. J'espère que j'en oublie pas. Donc ce livre blanc qu'on va vous présenter aujourd'hui n'est pas non plus un ouvrage juridique. C'est un livre nourri d'expériences d'une quinzaine de cybermarchands qui nous ont longuement présenté leur quotidien avec la fraude, les solutions mises en œuvre, les difficultés rencontrées. C'est donc plutôt une photographie à un instant T sur la réalité du terrain, d'où nous avons dégagé quelques convictions sur la fraude, premièrement, quelques bonnes pratiques et enfin quelques recommandations. Si je fais une analogie un peu douteuse peut-être, une analogie sanitaire, la lutte contre la fraude, c'est un peu contre la lutte contre une pandémie. Le paludisme par exemple. Lutter contre le paludisme, c'est mettre en œuvre une chaîne d'action, c'est mobiliser de nombreux acteurs dans des domaines très différents. Soigner bien sûr les malades,
mais aussi renforcer l'information, voire la formation des populations touchées. C'est aussi éradiquer les foyers d'infection, assécher les zones humides. Pour notre analogie, ça va être les lieux de compromission des cartes. Traiter les moustiques, les fraudeurs. Cela consiste donc à mettre en œuvre des politiques d'aménagement du territoire, de renforcement des défenses naturelles de la population, de formation, d'information, je l'ai déjà dit. C'est aussi favoriser la recherche de nouveaux traitements. Une grande différence cependant, importante, c'est que si l'on peut espérer que le terrain propice au paludisme régresse dans le monde, il en est tout autrement de la fraude, dans un contexte de forte digitalisation de nos sociétés, de nos économies. Le terrain de jeu des fraudeurs ne cesse de croître, comme le signalait le colonel Fraissinet de l'OCLTCIC, qui est le service de la gendarmerie chargé de la fraude et de la criminalité liée aux technologies. Donc s'il y a un point à retenir, c'est que la fraude concerne tous les acteurs et nécessite une vigilance de tous et de tous les instants. Pour parler donc de ce sujet, je vais appeler, donc moi je suis Bertrand Pinault de la FEVAD. Ce livre blanc a été réalisé avec Mathieu Séné de Praxton qui va m'accompagner dans la présentation du livre blanc. Et puis je vais appeler par ordre alphabétique Olivier Bernasson, pêcheur.com, Geoffroy Goffinet, qui est secrétaire de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, donc qui dépend de la Banque de France, l'OSCP, et Antoine Sautreau, Risk Management et Audit, lutte contre la fraude et systèmes d'information au groupement CB. Voilà, merci messieurs. On commentera tous ces slides un peu plus tard, mais avec nos invités, je vais donc un petit quart d'heure vous présenter un petit peu les résultats et la méthode employée pour ce livre blanc, en commençant par un rapide état de la fraude. Tous nos interlocuteurs que nous avons rencontrés, on va dire c'est presque 12 derniers mois, parce que ça a duré un petit moment, sont d'accord pour dire que le taux de fraude est en baisse. Enfin non, ça c'est pas les commerçants qui le disent, c'est l'OSCP. Le taux de fraude est en baisse pour la première année depuis 2007 et une utilisation croissante de la sécurisation par 3D Secure. Ça c'est un premier constat. Mais la fraude à distance sur Internet notamment reste préoccupante en volume. Elle représente ensuite une part prépondérante de la fraude à la carte bancaire. Et comme vous avez pu le lire dans le rapport de l'OSCP, 9,2% des transactions sont des transactions à distance et 61% de la fraude sont liées à ces transactions. Donc la mobilisation des acteurs reste nécessaire. Et par ce livre blanc, la FEVAD contribue activement à la lutte contre la fraude, une de nos préoccupations persistantes. Donc là, on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, ce taux de fraude qui était à 3,34 pour ce qui concerne les transactions sur Internet depuis maintenant donc 4 ans. Il était en hausse et cette année, pour la première fois, il est redescendu à 0,29% des transactions. Donc une plutôt bonne nouvelle. Geoffroy nous dira un petit peu après à quoi il attribue cette fraude, cette baisse de la fraude, cette baisse du taux de fraude. Certainement, on le verra à 3D Secure, mais pas que. Alors, en ce qui concerne le livre blanc proprement dit, donc la méthodologie qui a été suivie, donc la FEVAD a choisi d'avoir 2 sources principales pour ce livre blanc. Tout d'abord, un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des adhérents de la FEVAD, avec, ma foi, un très bon taux de retour. Et puis également une partie qualitative, donc constituée autour des interviews d'une quinzaine de spécialistes et de e-marchands, donc 11 e-marchands interviewés, 2 spécialistes qui nous ont fait donc, le plaisir de travailler avec nous, donc Rentabiliweb et Atos Worldline, et puis également des organismes bancaires, donc le groupement des cartes bancaires ici présent et la Fédération bancaire française. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des adhérents qui ont participé à ce travail. C'est un travail conséquent. Comme le précisait Bertrand, la fraude, c'est un sujet éminemment sensible. C'est un sujet qui est aussi empreint d'un certain mystère. Globalement, il n'est pas très agréable de parler de la fraude, puisque la fraude, c'est... personne n'apprécie en fait de parler, de reconnaître qu'il a été quelque part berné.
Le fait que les adhérents de la FEVAD se soient mobilisés sur ce sujet est révélateur d'une prise de conscience de l'ensemble du secteur sur l'importance de la fraude et de son éradication pour le développement du e-commerce. Donc au travers de ce livre blanc, il y a finalement, et au travers des interviews surtout, il y a 6 messages clés qui sont apparus. Le premier, c'est que évidemment la fraude concerne l'ensemble des acteurs car elle impacte effectivement la confiance des consommateurs. On l'a vu, les différents acteurs, les différentes parties prenantes ont une perception de la fraude qui peut être différente. Ils ne comptent pas la fraude de la même façon entre banquiers et marchands. Le livre blanc le montre, il y a des différences, ne serait-ce que dans les calculs. Et puis, effectivement, il y a une tendance qui pourrait être de voir midi à sa porte. Au contraire, le message principal que veut véhiculer ce livre blanc, c'est que la solution à la fraude passe par une prise de conscience collective, parce que ce qui est en jeu, c'est la confiance finalement du client, du consommateur, dans le moyen de paiement. Deuxièmement, le deuxième point est aussi essentiel pour la FEVAD et pour les e-commerçants, c'est que la problématique de la sécurité ne peut s'entendre qu'avec comme corollaire la fluidité du parcours client. Et ça paraît absolument indispensable à conserver à l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle la FEVAD a, depuis le début, préconisé une approche par les risques de la fraude. Et la bonne nouvelle, c'est que ce message-là commence à véritablement imprégner l'ensemble des mesures qui sont prises sur le sujet. Troisième point, là encore une fois, le livre blanc le montre, la fraude se globalise et face à une fraude qui se globalise, la réponse des e-marchands doit être encore une fois collective et nécessiter la coopération entre les différents acteurs. Une chaîne de paiement aussi, la chaîne de paiement, elle est complexe, elle se complexifie, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent dans cette chaîne et finalement les e-commerçants ont l'impression d'être finalement le dernier maillon de la chaîne et parfois quelque part payer peut-être les pots cassés de points de compromission qui peuvent être très en amont d'eux dans la chaîne de la valeur. Cinquième point, contrairement à un discours peut-être un peu simpliste, véhiculé de ci, de là, en fait l'outil universel contre la fraude, on l'a bien cherché à travers le livre blanc, on l'a pas trouvé. En tous les cas, il n'y a pas un seul outil qui répond à l'ensemble de la problématique, et notamment 3D Secure. Et puis enfin, un point important, mais là il y a des bonnes nouvelles qui émergent tous les jours. Effectivement, le développement du e-commerce s'est fait à partir de la carte bleue, et tant mieux, tout le monde en a profité, mais c'est vrai que ce n'est pas un moyen de paiement adapté, et l'ensemble des e-marchands sont en attente de moyens de paiement plus adaptés à leur activité. Alors les origines de la fraude, rapidement, en valeur, ce qui est un peu paradoxal, c'est que il apparaît, si on regarde les statistiques, que la fraude, c'est un phénomène qui est finalement concentré sur un nombre relativement limité de marchands. Hein. Donc l'Observatoire indique qu'une cinquantaine de sites représenteraient la moitié de la valeur de la fraude. Un élément aussi important, c'est que c'est un phénomène qui tourne entre les marchands. Mais il y a un paradoxe, ce qu'on a appelé le paradoxe de l'effet volume, c'est que ces gros e-marchands, qui pèsent pour une part importante dans l'ensemble de la valeur de la fraude, finalement ce sont eux qui ont les taux de fraude les plus faibles. Mais du fait de l'ensemble de leurs transactions, leur poids est important. Alors ce qui apparaît dans cette statistique qui est important, c'est qu'on voit bien qu'il y a finalement 3 catégories de marchands, hein, les très gros e-marchands qui maîtrisent la fraude. Il y a peut-être les e-marchands de taille plus réduite, qui sont moins victimes de la fraude car moins attractifs pour les fraudeurs. Et puis il y a entre les deux tout un volant de e-marchands qui, pour plein de bonnes raisons, n'ont pas encore peut-être mis en place l'ensemble des dispositifs nécessaires pour contrer la fraude. Donc en volume, on l'a dit au travers des interviews, mais effectivement c'est un peu difficile à quantifier. Les e-marchands interviewés nous ont fait part de l'importance de ce qu'on appelle les fausses répudiations en matière de fraude, mais effectivement c'est difficilement calculable. Et puis un point aussi très important, c'est
l'importance des transactions internationales. Donc l'OSCP nous indique que près de 10% des transactions, elle ne pèse que pour 10% des transactions nationales, mais pour 50% de la fraude. Ce que j'entends par là, ce sont les transactions faites à partir de cartes étrangères sur des sites français. Oh, on en parlera avec notre ami pêcheur. L'évolution de la fraude, comment les interviewés perçoivent l'évolution de la fraude? L'évolution quantitative dans un premier temps. Alors, ils sont unanimes pour effectivement considérer que la fraude augmente, ça c'est clair, mais plus que l'augmentation de la fraude, c'est bien les tentatives de fraude qui sont perceptibles, et notamment toutes les tentatives pour essayer, les fraudeurs qui essayent un certain nombre de failles dans les systèmes mis en place par les marchands. Des raisons conjoncturelles sont invoquées pour expliquer l'évolution quantitative de la fraude. La crise, évidemment, et puis également un phénomène plus conjoncturel, donc la suppression du dépôt de plainte, donc le fait que les consommateurs ne soient plus, je dirais, poussés à déposer plainte dans le commissariat. L'évolution qualitative, là le message est unanime, les marchands interviewés sont véritablement en but à une professionnalisation de la fraude qui prend plein d'aspects différents. Et puis une fraude, et là aussi c'est nouveau pour un certain nombre de marchands, une fraude qui frappe, je dirais, tout azimut. Tous les produits sont visés. Un e-marchand nous disait qu'il y avait de la fraude sur des couches culottes, sur des lots de jeans marque distributeur. Donc véritablement, la fraude ne concerne plus que, pas seulement les produits high-tech, mais l'ensemble des produits, à partir du moment où il y a un marché. La fraude, elle frappe de n'importe où. Donc autant avant, on pouvait considérer que certaines zones de région parisienne pouvaient être plus sensibles à la fraude. Là, en l'occurrence, c'est plus le cas. La fraude touche partout et même un e-marchand nous a dit qu'il avait constaté des fraudes au fin fond de la Bretagne. Alors, n'importe qui, ça c'est un point important, c'est-à-dire que même les bons clients, ceux qui ont un track record, je dirais, positif, peuvent effectivement être quelque part retournés et devenir ce qu'on appelle des mules, et donc s'avérer des fraudeurs potentiels. Et puis de n'importe où, évidemment, et notamment sur le mobile. Alors, par rapport au développement de cette fraude, il y a des moyens humains très importants qui sont consacrés par les marchands. Et le point important ici, c'est d'avoir en tête que la fraude, c'est avant tout des hommes, une expertise. Quelque part, il faut sentir le risque de fraude. Et ça nécessite une vraie expertise qui, pour l'instant, est très humaine. Et pour certains e-marchands, les services de fraude sont très importants. Hein. Donc, un gros VP6 nous disait qu'il y avait 17 personnes qui, quotidiennement, vérifiaient l'ensemble des factures et qui demandaient des pièces justificatives par fax, etc. Donc, un impact très important en termes humains. En termes de localisation donc, de la fraude, deux logiques différentes. On a vu que le service pro pouvait être soit très près du client, donc dans la direction de la relation client, ou au contraire, certains e-marchands considéraient que c'était finalement très proche du contrôle interne, et donc ça dépendait plutôt de la DAF. Et les équipes fraude sont souvent des profils très hybrides, avec beaucoup d'expérience et une connaissance de l'entreprise et de ses produits très importante. Les dispositifs anti-fraude, on en a parlé en introduction, il n'y a généralement pas un seul dispositif, mais je dirais une batterie d'outils qui sont mis en place. Ce sont des outils qui sont pour l'instant principalement développés en interne, mais cette situation est en train de changer avec différents phénomènes qui apparaissent. Ce phénomène d'externalisation des dispositifs de fraude se heurte encore à un certain nombre de freins. Le prix des solutions, le fait que les gros e-marchands qui pourraient se les offrir en fait ont un taux de fraude relativement bas, donc le retour sur investissement n'est pas encore évident. Et puis effectivement aussi une réticence à vouloir externaliser des données de ses clients vers l'extérieur. Alors la fraude, est-ce que la fraude est maîtrisable? Alors la bonne nouvelle du livre blanc, c'est que oui, ce que nous ont dit les interviewés, c'est que dans 90% des cas, la fraude est éradicable, et tant mieux. La difficulté, elle est véritablement dans les 20% qui restent, pour faire diminuer ces taux de fraude, aller chercher les dixièmes de taux de fraude. Alors ce qui est simple, parfois la lutte contre la fraude, c'est finalement du bon sens. Donc dans la mise en place de dispositifs relativement basiques,
Et puis également, certains e-marchands nous ont dit, moi, on a recours à ne serait-ce qu'à des outils libres de droit, hein, comme Google Earth, pour savoir où effectivement le client nous demande d'être livré. Et donc ça, c'est relativement simple. Alors ce qui est compliqué, c'est effectivement de faire face à l'ensemble du nombre de transactions croissant et de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Les marchands nous ont également dit qu'il y avait un risque parce qu'il fallait frapper, je dirais, de façon chirurgicale les fraudeurs, parce que les conséquences de soupçonner un bon client peut être désastreuses pour la relation client. Il faut s'adapter en permanence aux évolutions de la fraude, être extrêmement réactif. Donc lutter contre la fraude, c'est du 24-24, 7-7. Il faut intégrer la complexité, on en reparlera je pense, de certains produits bancaires, et notamment bien avoir en tête les exceptions au transfert de responsabilité. On en reparlera. Adapter l'organisation aux spécificités de la lutte contre la fraude, ça c'est un point très important. La fraude, par essence, c'est un sujet transverse à l'entreprise. Ça met à la fois en jeu le service livraison, les équipes commerciales, les équipes marketing, la direction générale, et ça nécessite des arbitrages permanents. Et pour les groupes internationaux, il y a toujours la volonté de mutualiser le dispositif de fraude, mais également de prendre en compte les spécificités locales. Et puis, donc, dans un contexte de fort développement, comme celui du e-commerce, il faut allouer les moyens à la lutte contre la fraude, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, un arbitrage permanent. La fraude, c'est un arbitrage permanent entre des risques financiers, des risques évidemment commerciaux, et puis des risques d'image. On en a parlé. Donc, je vais peut-être prendre la suite. On va laisser quand même ce joli titre 3DS, 3D Secure, donc un outil de lutte contre la fraude qui a trouvé sa place, hein, qui commence à trouver sa place, mais qui l'a trouvé chez de nombreux marchands. Les actions engagées, notamment avec la Banque de France, on en reparlera avec Geoffroy, qui travaille à ce que d'un côté les émetteurs renforcent l'information des consommateurs, d'autre part qu'ils équipent, le taux d'équipement des cyberacheteurs s'est très nettement développé, et puis 3D Secure s'est développé aussi côté acquéreur sur 50% aujourd'hui des marchands. Donc des résultats, le souci des marchands, c'était toujours un petit peu le taux d'échec. Ce taux d'échec, maintenant, il est en baisse. Et puis surtout, on n'a pas encore les outils pour comparer ce taux d'échec de 3D Secure, qui était vivement critiqué par les marchands, avec le taux d'échec traditionnel d'une demande d'autorisation. Donc en fait, le vrai taux d'échec, c'est le solde entre ce taux d'échec d'authentification et ce taux d'autorisation. Côté marchand, ça représente aujourd'hui 27,8% des paiements en valeur. Et puis les commerçants, j'en ai déjà parlé. Donc rapidement, on essaye de passer parce que je voudrais que le débat vienne à nos invités. Voilà, donc il y a un certain nombre de freins qui sont à l'adoption de 3DS. On a parlé du taux d'abandon qui est important et le fait de le relativiser. Les limites, c'est effectivement la non-éligibilité de certaines cartes, notamment les cartes internationales au transfert de responsabilité. Le fait que 3DS ne soit pas adapté au paiement fractionné. Mais il y a effectivement un certain nombre de freins, il y a des limites qui sont évoquées, mais il y a également, et ça c'est important, c'est un message aussi qu'on voudrait faire passer, des bénéfices indéniables reconnus à 3DS par les e-marchands interviewés. Notamment l'impact indéniable de 3DS sur la fraude. Pour un acteur comme Mr Good Deal qui l'a mis en place, c'est une réduction de la fraude très importante constatée du jour au lendemain. Évidemment, le transfert de responsabilité. Et puis également, un point qui fait écho au point précédent sur les moyens mis en œuvre, 3DS est vu comme un moyen très efficace de gagner en productivité dans notamment la récupération des pièces justificatives lorsque un risque de fraude est détecté. Et l'autre avantage aussi qui a été mentionné, c'est que la perception par le client est bonne, c'est-à-dire qu'il préfère s'authentifier via 3DS qu'effectivement envoyer des pièces justificatives par fax.
Alors en termes de déploiement proprement dit de 3DS, donc il y a plusieurs options possibles. Ça c'est effectivement décrit dans le livre blanc. La majorité des e-commerçants rencontrés ont mis 3DS dans le tunnel de vente, mais il y a des initiatives intéressantes de placer 3DS non plus dans le tunnel de vente, mais après l'achat, justement dans le cadre de récupération, enfin pour lever les doutes de fraude. Les difficultés de mise en œuvre. Elles sont très variables d'un marchand à l'autre. De façon générale, ce qui a été vu, c'est que globalement, il n'y avait pas de difficulté intrinsèque à mettre en place 3DS. En revanche, surtout dans les grandes organisations et pour les grands e-marchands, ça nécessitait des projets qui sont relativement importants et en tous les cas qui nécessitaient beaucoup de coordination entre les acteurs impactés et notamment les PSP, avec les PSP et les banques. Les bonnes pratiques avant le déploiement, un point important, on insiste dessus. On voit qu'il y a aussi dans 3DS des réticences internes, notamment des équipes commerciales et des équipes marketing sur le risque commercial. Et ça nécessite deux choses. Premièrement, avoir un soutien de la direction générale sur le déploiement de ce type d'outils. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, pour les équipes fraude, de véritablement convaincre au travers d'arguments les équipes marketing et vente. Pendant le déploiement, c'est effectivement intégrer autant que faire se peut les sachants sur la mise en place notamment des critères de détection de fraude et puis former les chargés à la relation client. Après le déploiement, on l'a dit, c'est pas parce qu'on a mis en place 3DS que tout est fait. Au contraire, il faut en permanence ajuster les dispositifs et ajuster les critères de déclenchement de 3DS. Si on peut faire juste un focus sur oui, les points d'attention particulière pour accélérer un petit peu. Si ouais. tu évoques ça. Voilà, donc il y a dans le livre blanc, vous trouverez un certain nombre de recommandations, encore une fois, d'expériences vécues par les marchands dans le déploiement de 3DS ou aussi dans leur réflexion, où ils en sont de leur réflexion sur 3DS, les freins qu'ils ont levés et les questions qu'ils ont encore. En termes de recommandations, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut formuler comme recommandation, c'est qu'un certain nombre de PSP nous ont dit e-marchand, on vous propose déjà un certain nombre d'outils, donc utilisez-les. Envisagez pourquoi pas l'externalisation partielle ou totale du risque, de la gestion du risque de fraude. Et puis encore une fois, se mobiliser collectivement, partager l'information. On va y revenir avec un point important sur la CNIL. Le transfert de responsabilité, attention, il n'est pas effectif sur certaines cartes. Et puis le paiement en plusieurs fois, attention, il y a seul le premier paiement est couvert par le transfert de responsabilité de 3DS. Je vais peut-être prendre la parole pour cette slide. Donc on travaille beaucoup évidemment avec l'OSCP et les différents acteurs du paiement. Et là, on a encore des chantiers en cours pour clarifier effectivement les limites du transfert de responsabilité notamment. Bon, l'extension de garantie 3DS à l'ensemble des transactions dans le cas de paiement fractionné, c'est un petit peu plus complexe, ça impose des évolutions juridiques. Et puis les modalités, l'harmonisation des législations européennes, Geoffroy nous en dira peut-être un petit mot, la DSP2 qui arrive. Un autre point très très important qui a été soulevé par beaucoup d'acteurs que l'on a interrogés, c'est le problématique CNIL. La problématique CNIL avec une question de fond, quel équilibre trouver entre protection des données personnelles et lutte contre la fraude. Et ça touche effectivement à des questions opérationnelles derrière, les conditions de mutualisation de certaines données, notamment pour des groupes importants qui ont plusieurs filiales et qui, théoriquement, dans l'esprit de la CNIL et dans la lettre de la CNIL même, ne peuvent pas mutualiser ces données. Alors ça concerne des groupes, mais ça peut concerner aussi des prestataires de solutions de paiement qui devraient pouvoir mutualiser des données de fraude pour lutter de l'ensemble de leurs marchands. La durée de conservation des données, un autre point, et les conditions de mise en place d'une base de données accessible aux marchands pour renseigner sur la mise en opposition des cartes. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille et on va travailler dans les mois et peut-être même années à venir. Voilà. Alors je vous propose maintenant d'aborder la table ronde. Donc avec Mathieu, tu peux peut-être Donc avec nos trois interlocuteurs, je vais peut-être commencer par la Banque de France. Geoffroy, tu vas nous parler des derniers chiffres de fraude et
du travail mis en œuvre à l'OSCP pour lutter justement contre la fraude, pour l'adoption de 3D Secure, le développement de 3D Secure. Merci. Je vais peut-être revenir, parce que je n'ai pas préparé de slide, je ne veux pas vous endormir trop. Si on peut revenir juste au slide où on présente les chiffres de fraude, parce que moi je voudrais juste vous raconter l'histoire, parce que là en fait vous avez eu l'histoire du côté des e-marchands et vous présentez un peu la vision nous qu'on voit côté régulation et côté autorité, on va dire, sur ce chiffre-là. Donc nous on est parti en effet d'un constat du développement du marché en ligne, mais aussi à du concurrence du développement de la fraude. Et si vous reprenez, ça va arriver, les chiffres sur une période un peu plus longue, donc si l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement a commencé à sortir des statistiques de fraude en 2004, ce qui nous a permis d'être assez relativement, je dirais, tôt dans le développement. Et si vous regardez là, vous avez juste les chiffres de 2008 à 2012 et vous voyez certes une augmentation régulière et une première baisse en 2012 du taux de fraude, mais si vous regardez le chiffre qui est en dessous, qui est en montant de fraude, vous voyez que le paiement sur Internet est passé d'une trentaine de millions à plus de 100 millions aujourd'hui en 2013. Ça veut dire qu'en effet, on a constaté depuis un certain nombre d'années une progression. Et le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il se mêle aussi dans la problématique du consommateur de dire aujourd'hui payer sur Internet c'est dangereux. Alors, en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas que payer sur Internet c'est dangereux, c'est que les fraudeurs aujourd'hui réutilisent les données qu'ils ont captées par tout un tas de moyens, comme le phishing, etc., pour payer sur Internet. Donc c'est déjà un message qui est compliqué à faire passer et sur lequel donc nous, en tout cas, on se dit il y a un problème. Si vous regardez les taux de fraude, on est à plus de 30 fois le taux de fraude que vous aviez en commerce de proximité. Donc certes, les taux baissent pour une première année, mais le volume continue à augmenter. Alors, le taux baisse, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est dû essentiellement quand même au développement de l'authentification renforcée, puisque la Banque de France, encore une fois, n'impose pas l'utilisation de 3D Secure. Ce qu'elle veut, c'est faire en sorte que quand on paye sur un site commerçant, on ait une authentification renforcée du porteur pour les transactions les plus risquées. Alors c'est une approche qui a été en effet mise en avant dans le livre blanc, l'approche par les risques, sélection des transactions sur lesquelles on a un risque et donc sur lequel on demande une sécurité supplémentaire. C'est une balance entre l'efficacité du paiement et la sécurisation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau des chiffres de fraude, le chiffre de fraude, il n'impacte pas votre chiffre d'affaires, il impacte votre résultat net. Et donc, il y a une vraie balance à faire entre les deux. Et il s'est avéré, en tout cas, et chiffre à la pluie, on voit qu'aujourd'hui, la technique 3D Secure qui permet de faire cette authentification renforcée pour un paiement par carte, est aujourd'hui soit déployé, soit en cours de déploiement chez les grands e-commerçants qui y voient un intérêt parce que, j'y reviendrai très rapidement, entre 2008 où les premiers e-commerçants se sont lancés dans ce dispositif et aujourd'hui on a une situation qui n'a rien à voir en termes de connaissances clients, de taux d'échec sur ces transactions. On a mené des grandes actions, en tout cas au sein de l'Observatoire avec l'ensemble des émetteurs pour suivre le taux d'équipement des porteurs. Aujourd'hui on est grosso modo à 90% des gens qui achètent sur Internet sont équipés d'un dispositif d'authentification non rejouable. Donc bien souvent, dans 80% des cas, c'est un SMS qui leur permet de valider leur paiement. Qu'aujourd'hui, on a des taux d'échec qui sont en effet de l'ordre de 17%, ce qui peut paraître élevé et qui restera de toute façon toujours trop élevé pour un e-commerçant, mais qu'on est en train de comparer aussi par rapport au taux d'échec sur du paiement sans sécurisation, parce que vous le savez tous, ceux qui font du commerce, vous acceptez des cartes, et il y a des transactions qui sont mises en échec d'autorisation notamment, et aujourd'hui, en tout cas, sur un des grands qui a développé, Mr. Goody, il nous dit qu'aujourd'hui, il ne voit pas de différentiel entre le taux d'échec sécurisé et le taux d'échec non sécurisé, en tout cas quasiment pas, ce qui fait que pour eux, c'est même plutôt un bénéfice commercial qu'ils en tirent, parce qu'ils ont réussi à stopper la fraude de manière très significative et ils n'ont pas perdu de chiffre d'affaires. Donc, la logique, et je le rappelle toujours, le déploiement par les risques, ça veut dire le commerçant doit être en mesure d'identifier les transactions les plus risquées. Vous l'avez vu dans le livre, 3D Secure n'est pas le seul outil et ne doit pas être le seul outil de lutte contre la fraude. Pour autant, il faut en déployer d'autres. Donc les petits e-commerçants qui ont peut-être moins les moyens d'identifier ces transactions à risque vont peut-être se retrouver plus dans une logique de déclenchement systématique. Bien entendu, vous l'avez vu, tous les outils de lutte contre le scoring, etc. sont des appuis très positifs à la sécurisation. Pour autant, ils ont un coût aussi qui peut être élevé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les grands e-commerçants ont tous
développé des équipes qui ont, je dirais, l'expertise pour lutter contre la fraude et identifier les transactions les plus risquées. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, ce qui est encourageant, c'est encore une fois le déploiement généralisé progressif. Voyage SNCF nous a beaucoup aidé, en tout cas dans le passage à 3D Secure sur les billets de train, parce qu'il a largement maintenant éduqué le consommateur. Donc le consommateur n'est plus surpris, il sait a priori à quoi il est confronté. Nos études prouvent que les cyberacheteurs trouvent que par le dispositif d'authentification renforcé, on sécurise leurs transactions et donc la confiance dans le e-commerce. Maintenant, on est conscient, et on l'a toujours dit, la sécurisation, chaque fois que cela est possible, est pertinent. Et je me souviens, dès 2008, dans le rapport de l'Observatoire, il y avait déjà cette logique de dire on ne va pas embêter quelqu'un qui se fait livrer à domicile et qui achète, on va dire, 3 fois par mois un livre pour l'authentifier forcément de manière renforcée. Par contre, et c'est là où la logique de la lutte contre la fraude va au-delà, je pense, du paiement, elle va ensuite être confrontée à tout un tas d'autres sujets comme le détournement d'identité, des types de fraudes qui vont être très particuliers en fonction du domaine d'activité du commerçant. Je pense qu'on aura des exemples concrets, mais entre des opérateurs téléphoniques qui font l'objet d'attaques sur certains produits, sur certains types de fraudes, ce n'est pas forcément les mêmes chez pêcheur.com. Donc il faut savoir justement peser et savoir quelles sont les bonnes variables de déclenchement des transactions les plus risquées. Ça peut être du point de vente, ça peut être en fonction de certaines heures de la nuit à laquelle sont passées les commandes. Ça dépend vraiment du e-commerçant. Et là, ce qu'on a essayé, nous, de développer, en tout cas en partenariat avec la FEVAD, c'est un guide de sensibilisation qu'on a mis en ligne sur notre site, que la FEVAD a aussi relayé, sur une méthode et une aide aux e-commerçants pour déployer ça de manière intelligente. Et on est tous conscients qu'on partage maintenant la lutte contre la fraude. C'est important. Ce n'est pas uniquement au niveau français. On nous a reproché aussi pendant un certain temps d'être en avance sur les autres. On nous disait, vous comprenez, les grands e-commerçants qui sont confrontés à des concurrents étrangers qui n'ont pas les mêmes contraintes sont pénalisés. Aujourd'hui, ça ne va plus être le cas, puisqu'en Europe, il y a eu d'abord une recommandation au niveau des régulateurs européens, des banques centrales, pour demander l'authentification. On y reviendra peut-être après sur l'aspect européen. Voilà. Je voudrais d'abord faire un petit tour des uns et des autres. Enfin, sur l'aspect réglementaire, en tout cas, c'est en train d'être regardé. Et au niveau de la loi et des règlements européens, il y a aussi une volonté maintenant d'authentifier de manière renforcée avec des mesures qui vont largement inciter les commerçants à y passer. Donc voilà, il y a un mouvement qui n'est pas uniquement français, qui est aussi européen et qui permettra, on espère, de faire chuter cette fraude qui est de manière équivalente en fait dans tous les pays. On n'est pas les plus fraudés, il y a souvent des comparaisons avec UK, etc. On est dans une moyenne de fraude qui est, enfin en tout cas, une concentration de la fraude sur le canal Internet qui est à peu près semblable au niveau européen. D'accord, merci Geoffroy. Antoine Sautreau, le groupement qui fait l'interbancarité, donc vous êtes les seuls à avoir une vision un petit peu complète de ce qui se passe sur le réseau en termes de transactions et en termes de fraude. Donc les secteurs, comment ça se passe, comment vous sentez la fraude, l'évolution? Oui, quasiment, on peut en voir l'énorme majorité des transactions. Puisque, je vais revenir un petit peu sur les chiffres parce que bon, là, on s'intéresse surtout à l'activité vue des commerçants. Donc 130 et quelques millions auxquels il faut rajouter la fraude des porteurs étrangers chez les commerçants français. Grosso modo, l'année dernière, c'était à peu près 190, 195 millions. Il y a 4 ans, c'était 100 millions. Donc ça a presque doublé en 4 ans. Ça paraît énorme. D'un autre côté, l'activité a aussi considérablement augmenté. Ce qui fait que le taux de fraude, finalement, se stabilise un petit peu, même si c'est un peu à la baisse. La bonne nouvelle, alors là, c'est la mauvaise nouvelle. On multiplie par 2 en 4 ans. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde les 12 derniers mois, finalement, les 12 derniers mois, la fraude se stabilise. Les 190 millions, c'est à peu près 16 millions par mois et c'est régulier. Donc, et c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire de la mesure de la fraude en VAD. Donc, voilà, ça, c'est des bons indices. Même si l'été a l'air d'être un petit peu chaud, mais c'est une période traditionnellement chaude pour certains secteurs d'activité, notamment le secteur des télécoms et puis le secteur des voyages, donc qui souffre un peu pendant l'été. Alors j'espère que ça va s'arrêter avec la rentrée. Mais voilà, donc les chiffres, c'est plutôt une bonne nouvelle que ça se stabilise et voire même que ça baisse un petit peu. Donc si ça se trouve, je ne veux pas non plus faire des prévisions trop optimistes, parce qu'après on va me reprocher si ça augmente,
Mais si ça se trouve, l'année 2013, non seulement on va avoir un taux de fraude qui baisse encore, mais on va aussi avoir un montant de fraude qui va peut-être baisser un petit peu. Donc ça, ce serait formidable. Et tout ça, c'est grâce à, bon, bien sûr, tous les efforts qui sont faits de tous les côtés, pas que 3D Secure, tous les acteurs luttent contre la fraude. Les commerçants, au niveau de leur détection propre, les émetteurs, au niveau de la délivrance de l'autorisation, parce qu'ils mettent en place des systèmes de détection. 3D Secure qui participe, et 3D Secure qui participe de plus en plus, parce que quand on vous dit 50% des commerces, ça c'était les chiffres de 2012, les chiffres récents c'est 60% des commerces. Là, en ce moment, c'est 60% des commerces. Alors, l'activité 3D Secure n'augmente pas beaucoup. On est toujours autour de 27-28% de l'activité, moins un peu en transaction, mais ce n'est pas grave, parce que finalement, il y a certains commerces qui baissent leur taux d'utilisation de 3D Secure, mais qui le baissent intelligemment. C'est-à-dire qu'en partant d'un taux élevé à un moment donné, on réduit, on cherche qu'est-ce qui est vraiment intéressant à sécuriser, et finalement, il y a des commerçants pour lesquels on voit qu'il y a moins de transactions 3D Secure. Ce n'est pas pour autant que leur fraude augmente, c'est qu'ils ont mieux sélectionné les transactions. Donc ça, c'est très très intéressant. Et finalement, moi, ça ne me gêne pas du tout de voir un taux de 3D Secure en nombre de transactions qui n'augmente pas tant que ça, dès lors qu'il y a de plus en plus de commerçants qui l'utilisent, et qui l'utilisent intelligemment. Très bien. Merci Antoine. Je vais donner la parole à Olivier. Alors Olivier, son cas est intéressant. Petit marchand qui devient gros moyen, moyen gros. Il est passé par 3D Secure, il l'a enlevé, il a râlé, il l'a remis et maintenant il a une solution qui fonctionne pas mal et d'autant plus qu'il est à l'étranger et je lui demanderai également son avis sur les fraudes à l'international. Oui, alors comme l'a dit Bertrand, on a été parmi les tout premiers, alors c'était le 1er octobre 2008, je crois qu'il y avait le liability shift, donc le transfert de responsabilité, et à installer 3D Secure sur les cartes françaises. On l'utilisait déjà avec SP+, à l'époque sur les cartes étrangères, parce qu'il y en avait certaines qui étaient enrôlées et sur lesquelles on pouvait avoir 3D Secure, et sur les cartes françaises, donc à partir du 1er octobre 2008. Et pendant un très bon moment, pendant un an, ça s'est très très bien passé, jusqu'à ce qu'on constate des taux d'échec et des taux d'abandon anormalement élevés. Et là, comme l'a dit Bertrand, on a retiré purement et simplement la solution début 2010. Et aujourd'hui, on est sur un système qui est débrayable. Donc, on a choisi nos critères qui faisaient qu'on demandait ou pas une authentification 3D Secure en fonction de notre connaissance du client. Alors, par exemple, comme l'a dit Bertrand, quelqu'un qui a commandé 3, 4, 5 fois dans l'année, qui est un client qu'on connaît bien, on ne va pas a priori, surtout si sa commande est conforme à ses habitudes de consommation, lui demander une authentification 3D Secure dans son parcours de commande. En revanche, dès lors qu'on va, par exemple, constater qu'il n'y a pas concordance entre la nationalité de l'adresse IP, la nationalité de la carte et le point de livraison, là on a des facteurs qui automatiquement vont nous déclencher 3D Secure. Alors là je suis sur une caricature, mais il y en a pas mal. Et après il y a des critères qui peuvent relever du mode de livraison et puis aussi jusqu'au produit. C'est-à-dire qu'on constate qu'on a certains produits qui sont plus susceptibles sur certaines périodes de générer de la fraude que d'autres. Et à partir de là, on est capable de demander l'authentification 3D dès lors que ce produit est contenu dans le panier. Donc là, on est sur quelque chose qu'on maîtrise et sur lequel on peut monter ou descendre en fonction de nos résultats le niveau de sécurité qu'on juge acceptable ou pas. Après, comme l'a dit Vincent, on a une autre problématique depuis 12 à 18 mois, c'est notre développement à l'international, où on s'est rendu visible sur une quarantaine de pays, et où on constate que les tentatives de fraude avec des cartes étrangères et des lieux de livraison à l'étranger augmentent. Et là, on s'aperçoit aussi que 3D Secure n'est pas la solution miracle et qu'il y a un deuxième travail à faire, y compris sur les transactions qui nous arrivent
comme étant garantie 3D, parce que ce n'est pas simple avec tous les pays et toutes les banques, et qu'il y a certaines nationalités de cartes où garantie 3D ou pas, derrière, ça peut devenir compliqué. Je pense à des cartes brésiliennes, indiennes, américaines, et où on est obligé là de passer sur des vérifications sur des choses normalement garanties, mais où on ne fait pas l'impasse sur le fait d'aller voir effectivement sur Google Earth, Google Street View pour avoir une idée du point de livraison. Les réseaux sociaux, d'aller voir sur Facebook qui est le client présumé, sur Twitter ou ailleurs, et toute une série de vérifications, y compris sur des choses où on va interroger le client pour avoir des retours ou pas. C'est-à-dire que l'absence de retour peut aussi être un indice fort. Et donc, on en arrive à la conclusion qui était là, qui est que 3D Secure n'est pas une solution miracle. Ça couvre pas tout et ça n'exonère de rien. Mais ça permet, dès lors qu'on le maîtrise, de faire descendre la fraude à des niveaux acceptables, sachant que, bien évidemment, même si tous les produits sont fraudés, on est quand même, nous, sur du matériel de loisirs, moins exposés que la téléphonie ou du high-tech, encore que on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a certains types de moulinets qui peuvent atteindre 1 000 € ou 1 200 €, qui sont des choses qui peuvent se revendre assez facilement et qui, dès lors, deviennent des produits très intéressants pour un fraudeur potentiel. Y compris, comme je le disais tout à l'heure aussi, on vend des lunettes de visée, de l'optique, qui sont des choses qui sont susceptibles d'être fraudées. Et puis, on a la fraude qui est la plus difficile à détecter, qui est la fausse répudiation du passionné qui, à un moment, ne va pas résister à acheter quelque chose qu'il ne peut pas s'offrir et qui ensuite va faire marche arrière en déclarant que quelqu'un d'autre a utilisé sa carte. Et là, ça a été évoqué, systématiquement, on porte plainte, ça prend du temps, mais on ne peut pas lutter contre la fraude si on ne va pas jusqu'au bout dans le signalement des fraudes. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec d'autres e-commerçants, j'essaie de faire en sorte qu'on soit le plus nombreux possible à aller jusqu'au bout dans le signalement des fraudes et dans le fait que les gens qui ont fait des fausses répudiations, parce que c'est quand même, nous, dans les faits, dans toutes les plaintes qu'on a posées, il y en a beaucoup qui ont abouti sur ce constat, de la fraude familiale ou de la fausse répudiation. C'est forcément des gens qui n'ont pas recommencé derrière. Ouais, ça c'est un message, on est passé un petit peu rapidement dessus, mais je le redis à l'ensemble des e-commerçants, ils le verront dans le livre blanc, effectivement, ce besoin, cette attente des forces de police aussi, des dépôts de plainte des e-commerçants, même si individuellement ça ne va pas forcément jouer, mais collectivement ils arrivent à détecter et à lutter contre les fraudeurs. Il y a d'ailleurs une adresse maintenant qui facilite le dépôt de plainte, on fait une pré-plainte en ligne. Et donc, je vous invite, e-commerçants, à systématiser, même si ce n'est pas facile, de le faire systématiquement en plainte. Antoine, un mot sur le sujet? Non, juste pour la fausse répudiation, je voulais juste faire remarquer que pour une transaction CB, donc une transaction faite en France, 3D Secure protège le commerçant contre ça aussi. Oui, tout à fait, oui. Donc la fausse répudiation, le marchand est couvert, non? Olivier. Oui, à condition que la banque fasse son travail, c'est-à-dire que nous, on a vu passer pas mal de cas et on a vu pas mal de e-commerçants qui avaient le cas sur, a priori, l'argent, la banque venait faire la notion, l'avis d'impayé, et il fallait que le commerçant dise « Ah mais attention, elle était garantie 3D Secure ». Sachant que pour des petits marchands, souvent c'est passé à l'as. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai bien peur que certaines banques
quand il y a un avis d'impayé, ne se pose pas la question de savoir si la transaction était 3D Secure ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des cas marginaux. Que peut-être ça a pu arriver au début, parce que les banquiers au début, peut-être, n'avaient pas l'habitude, le réflexe dans leur traitement d'intégrer cet indicateur transaction 3D Secure pour éviter d'envoyer l'impayé. Mais aujourd'hui, ça doit relever un petit peu du cas d'école. Et si ce n'était pas le cas, il faudrait nous le signaler. Voilà. Mais alors, beaucoup plus souvent sur des cartes étrangères, c'est vrai, mais on a quand même le cas de figure où 3D ou pas 3D, Visa ou Mastercard font une demande d'information, et si on n'y répond pas, qu'il y ait eu garantie 3D Secure ou pas dessus, on peut aboutir à un débit. Alors, Bien. je ne vous dis pas que c'est la Là, majorité des là, c'est cas. pas CB. Malheureusement, l'heure passe très très vite. Geoffroy, un dernier mot de conclusion peut-être? Il y a encore des travaux en cours, on a beaucoup de sujets. Bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va continuer de toute façon à suivre avec intérêt à la fois les efforts des émetteurs de cartes qui sécurisent pour que le taux d'échec sur ces transactions ça continue de baisser. On a eu, ça fait maintenant depuis au moins 2 ans qu'on suit ces taux et donc ils sont tous dans un indicateur au vert, ils baissent. Donc jusqu'où on ira certainement pas à 0%. Parce qu'il faut voir que dans les échecs 3D Secure, vous avez des fraudeurs qui tentent aussi de le faire. Donc, et encore une fois, les 17%, c'est du taux brut. On ne compte pas non plus les utilisateurs qui n'ont pas réussi une première fois et qui finalisent. Et a priori, il y a des taux de finalisation qui sont quand même plus importants que 0. Donc tout ça, on est sur une logique brute. Donc l'important, c'est les évolutions. Continue d'avancer. Au niveau européen, on y va, parce que la DSP, la nouvelle réglementation, va quelque part entériner l'intérêt de l'authentification renforcée, avec aussi des règles de transfert de responsabilité plus importantes pour les commerçants qui vont protéger ceux qui authentifieront de manière renforcée les transactions et qui limitera en tout cas les fameuses les garanties en tout cas qui sont accordées aux consommateurs. Quand il y aura une utilisation d'authentification renforcée, on aura moins la possibilité de contester. Donc je pense qu'on va tous maintenant dans un sens clair. Et donc maintenant, on attend qu'en effet, avoir une bonne surprise avec les chiffres 2013 et voir pour la première fois, si possible, un montant de fraude qui baisse et pas uniquement le taux pour assurer en effet une maîtrise de cette fraude qui se développe. Juste un mot, Antoine, peut-être sur les travaux du groupement, les outils de scoring déployés qui sont nouveaux, qui vont arriver, qui sont chez les banques émettrices. Oui, alors le groupement travaille depuis longtemps sur la détection de fraude. Jusqu'à présent, c'était plutôt des traitements qui aboutissaient à des alertes vers les banques et qui permettaient de surveiller les cartes ensuite. Mais la nouveauté, c'est que vers la fin de l'année, on va pouvoir mettre en place sur le réseau interbancaire d'autorisation qui traite 4 milliards d'autorisations par an, un système de détection in-flight. Donc ça veut dire que sur chaque transaction, il y aura un score. Et comme la vente par correspondance, c'est un secteur qui est 100% autorisé, donc toutes les transactions de vente par correspondance qui vont passer par le réseau interbancaire, ce n'est pas 100% des transactions, parce qu'il y a aussi des transactions intra-bancaires qui ne passent pas forcément par le réseau. Mais enfin, l'énorme majorité quand même des transactions vont faire l'objet d'un score à destination de l'émetteur, hein, qui pourra, à l'émetteur dans un premier temps, qui pourra prendre ça en compte dans sa décision, sachant que dans un deuxième temps, il y aura des offres qui seront faites à d'autres acteurs, éventuellement avec d'autres données, pas forcément les données d'autorisation, pour scorer des transactions et en profitant de l'énorme volumétrie qui passe par notre système et qui permet de voir qu'il y a des schémas dans le genre une fraude chez un commerçant, plutôt une transaction chez un commerçant, plus une transaction chez un autre, plus une troisième chez un troisième, et la quatrième, on sait que cette combinaison-là, c'est de la fraude. Chacun des commerçants n'aura vu qu'une transaction est incapable, probablement incapable, peut-être pas de temps en temps, mais enfin en général incapable de détecter que cette seule transaction est fraudée. Mais voilà, peut-être à la quatrième, chez le quatrième commerçant, on pourra l'attraper. C'est toujours ça de prix.
Si on réduit de 20% la fraude VAD grâce à ça, ce serait déjà super. Voilà. Bien. Et c'est notre objectif pour dans 2 ans. Voilà, ce sera opérationnel en début d'année. D'accord, merci. Il y a des tas de sujets qu'on n'a pas abordés. Hein. Je pense aux wallets, je pense au mobile, je pense au développement du mobile qui, pour certains e-commerçants, représente déjà des parts de transactions de 10, 20, voire 25 ou 30% pour certains gros marchands. Peut-être on a le temps de prendre une ou deux questions. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Là-bas, madame. Bonjour. Je voulais rebondir sur les plaintes. Personnellement, j'ai essayé de porter plainte une bonne dizaine de fois et les commissariats refusent de prendre les plaintes. Mais en tant que marchand ou en tant que... En tant que marchand. J'ai un site de vente en ligne. Donc, apparemment, je crois que vous parliez d'un lien ou d'une adresse internet sur laquelle on pouvait poser la plainte. Ce serait peut-être plus simple parce que j'habite en province, pourtant dans une assez grande ville. J'ai fait tous les commissariats aux alentours de toutes les villes et personne ne prend la plainte. Il faut les éduquer, hein. Olivier a l'habitude. Alors, une petite chose, on est dans une zone rurale, nous on s'adresse à la gendarmerie. Alors la première fois où ils nous ont vu arriver, bien évidemment, c'était des yeux ronds parce qu'ils n'avaient jamais pris une plainte pour un problème de fraude sur un site internet. Depuis, ils ont, même si les gendarmes changent, la culture de la gendarmerie locale reste. Donc on est toujours très très bien accueillis et ils se font un point d'honneur d'aller jusqu'au bout. Et je dois dire que j'ai toujours été agréablement surpris. Alors c'est peut-être une différence entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc on va mettre ça sur notre implantation, mais ça se passe bien. Et est-ce qu'on peut porter plainte sur Internet? Vous parliez d'un site, il me semble, ou d'un lien sur lequel on pouvait poser la plainte? Oui, tout à fait. Je l'avais mis rapidement. Je pense qu'il est passé très vite. Je ne sais plus si je l'ai mis, non. On l'a peut-être supprimé. Enfin bon, on va le retrouver. S'il y a une autre question pendant ce temps-là, allez-y. Là, il y a quelqu'un. Bonjour, Christophe Pietuzinski, entreprise CINS. Moi, je suis chef de projet dans une agence de conception de site e-commerce. Et à ce titre-là, on conseille nos clients vers les offres bancaires qu'il y a et on les sensibilise sur la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire face à une banque? Puisque nous, ce qu'on a trouvé comme solution, et vous en parliez à juste titre, c'est de mettre le débrayage en cours justement pour trouver effectivement le juste milieu entre le problème du taux de transformation qui est important quand le 3D Secure était le début, face à une banque qui refuse d'enlever le 3D Secure. Parce que ça, mes e-commerçants le rencontrent, notamment auprès d'une enseigne, et à l'exception de lui dire de changer de banque, c'est compliqué. Donc j'aurais aimé savoir où on peut l'orienter pour que justement il se manifeste et qu'il puisse réussir à casser ce verrou. Et la seconde question, c'est monsieur parlait tout à l'heure d'une chose qui est très intéressante, et j'aurais aimé avoir quelques petits renseignements complémentaires, c'était par rapport à la sécurité d'un panier, en disant si un produit phare sur lequel il y a beaucoup de fraude est ajouté dans un panier, on déclenche le 3D Secure. Alors je ne sais pas si vous travaillez avec des systèmes propriétaires ou open source, ou si ce sont vos développeurs qui amènent ça. Est-ce que c'est la banque ou autre? Comment ça se passe justement pour mettre ça en place? Merci. Les solutions de scoring, c'est très varié. Hein. Je crois qu'on a vu dans le panel qu'on a rencontré avec Mathieu, la plupart des acteurs ont développé en interne des solutions. Après, maintenant, arrivent sur le marché des solutions matures qui n'étaient pas là il y avait encore 3-4 ans. Et je pense qu'Olivier peut en témoigner également, ou peut-être Antoine. Sur les solutions de scoring, on en a étudié beaucoup justement quand on a choisi notre logiciel. Il y a beaucoup de solutions qui sont tout à fait équivalentes les unes aux autres. Le vrai problème, c'est comment on alimente ces solutions de scoring, avec quelles données, comment on crée des modèles, comment on rafraîchit les modèles. Et ça, c'est essentiellement de la matière grise, des analystes qu'il faut faire travailler et la solution qui est en place, elle n'est jamais en place définitivement. C'est-à-dire que ça a fonctionné pendant quelques mois et puis si on ne fait rien, ça ne marche plus. Voilà. Oui, Olivier.
Au besoin, on se verra après parce que je veux pas faire je suis pas là pour faire de la pub. La solution que nous on utilise, ça n'a rien à voir avec le scoring. Hein. C'est juste de pouvoir indiquer des facteurs sur lesquels on déclenche ou pas. On déclenche ou pas 3D. Donc le 3D débrayable, aujourd'hui, il y a plusieurs prestataires ou plusieurs banques, j'imagine, qui le mettent en place. On peut en parler tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Oui, tout le savoir-faire est finalement chez le marchand. C'est lui qui connaît ses produits, c'est lui qui connaît ses clients. Et c'est à lui de nourrir avec ses règles l'outil, peu importe l'outil à la limite. Hein. Quant à la première question de monsieur, à laquelle on n'a pas répondu, ça m'étonne un peu qu'une banque refuse. Alors, il faudrait avoir un exemple. Non, mais là-dessus, je veux aussi préciser, parce que l'approche par les risques, elle est juste quand le marchand a la maîtrise de ses risques. Donc je ne connais pas les clients qui potentiellement se sont fait imposer entre guillemets 3D Secure, mais une chose est importante pour la banque du commerçant, il ne faut pas oublier qu'elle est responsable de ses commerçants, qu'il y a des commissions supplémentaires si ces commerçants sont trop fraudés. Donc il y a, je dirais, dans le mécanisme des commissions, une incitation à la protection, et que donc dans ce domaine-là, ça dépend de l'e-commerçant. Et ça dépend aussi de la capacité du e-commerçant à prouver à sa banque qu'en effet, elle peut déclencher du 3D Secure sélectif parce qu'elle a une vision de sa fraude et elle peut apporter des outils qui sont mis à disposition pour expliquer comment elle maîtrise sa fraude. Si ça n'est pas fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nécessite des moyens humains. Et dans ce contexte-là, la banque peut refuser en effet de déclencher uniquement sur une base par les risques si derrière les risques ne sont pas justifiés par une analyse correcte. Voilà. Donc après, en effet, nous, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même, sur les grands e-commerçants qui ont été rencontrés, une maîtrise des risques. Et d'ailleurs, tous s'enclenchent vers la démarche débrayable. Donc, il ne semble pas qu'il y ait d'opposition de principe à une obligation de 3D Secure. Simplement, il faut que le e-commerçant soit capable de prouver à sa banque qu'il maîtrise ses risques. Merci. Écoutez, je crois qu'on va terminer là. Je voulais juste vous afficher le lien, mon adresse email si vous voulez recevoir le livre blanc FEVAD. Je vais y arriver. En attendant, merci Olivier Bernasson, merci Geoffroy Goffinet, merci Antoine Sautreau. Et puis n'hésitez pas à les interpeller dans les allées en sortant. Il y a certainement plein d'autres points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Merci.